Alors, Monsieur Hapke, il y a maintenant 12 ans que je suis venu ici à München demander qu'est-ce que c'est la géographie sociale. Alors, une question très naïve, mais vous m'avez accueilli très gentiment. Et maintenant, je suis revenu vous demander quelques petites questions sur ta vie même. Alors, je suis très heureux que vous ne posiez pas la même question une deuxième fois, puisque je n'ai pas retrouvé la réponse dans les 10 ans passés. Bon, on va essayer. Bon. Mais vous-même, l'histoire de votre vie. Bon. L'histoire, vous commencez par les choses graves alors. Ouais. Oui. De ma vie, c'est assez simple. Je viens d'une famille libérale, bourgeoise, du commencement du siècle. Je suis né en 1908 et j'ai vécu une famille qui vient en partie des régions frontalières sur la Hollande, le comté de Bentheim du côté de mon père et de la Hesse du côté de ma mère. Mais je suis né à Bonn, en Rhénanie, en pleine Rhénanie, et j'ai fait l'école là-bas, l'école primaire d'abord, les commencements du lycée, du gymnase également. Ensuite, la famille, je passe sur les temps intermédiaires, a traversé toute l'Allemagne. Elle s'est arrêtée à Berlin. Pendant longtemps, on a habité Potsdam. On a continué la route vers la Prusse orientale, où mon père, jusqu'à la fin, qu'en mars 1933, fut le président de l'enseignement supérieur de la province de Ostpreußen, de la Prusse orientale. Alors nous autres, en attendant, nous avions fini, nous étions 3 à la famille, un frère, une sœur plus jeune, et nous étions restés à Berlin. Mais naturellement, dans les vacances, et pour mes premiers pas scientifiques en géographie, j'ai séjourné aussi en Prusse orientale, et après la guerre, ce fut la rentrée vers le sud, vers un arrêt à partir de 1936, pour le recommencement de mon travail scientifique qui a été arrêté les 3 premières années du système nazi. Alors on a pu recommencer à Francfort. Ce fut la guerre après, et à la fin de la guerre, j'ai recommencé à Francfort. Ah bon, mais dès le commencement, votre père a été académicien universitaire. Académicien universitaire et philologie classique, mais en même temps théologue. Il a passé son licenciat, c'est-à-dire le docteur en théologie. Ça montre un peu, ce fut un de ces socialistes religieuses. Un groupement de l'ancien parti social-démocrate. Mais c'était élément religieux, est-ce que ça a... Et non, ça rentrait dans une religiosité très libérale et surtout très activiste, surtout les mots sociaux. Et voilà. Voilà. Bon. Ça donnait déjà un premier point pour mon évolution personnelle. Bon. Alors, comme tous les jeunes, j'ai voulu me faire chauffeur de locomotive, mais pas pour très longtemps. Comme banquier. Justement, j'aurais préféré banquier. Oui. Mais une chose un peu s'approchant à cette profession-là, ce fut déjà avec mon 5e, 6e année. C'est-à-dire, au moment d'entrer à l'école, j'ai voulu me faire maire d'une grande ville. Pour quelle raison? Étant tout petit, j'avais l'idée, et on me l'a raconté, je l'avais exprimé à l'époque, et j'aurais aimé d'avoir beaucoup de contacts avec tous les gens de la ville qui m'ont intéressé beaucoup. J'ai entrepris beaucoup de longues promenades seul, ayant 6 ans, et j'ai causé avec les gens. Donc, on dirait, j'ai fait des interviews sur une base un peu plus enfantine qu'on l'a
fait aujourd'hui. Oui, mais communication plutôt que pouvoir. Oui. Peut-être parce que mon père fut une personnalité très forte et peut-être parce que j'ai senti déjà à cet âge-là un certain déficit de contact avec les autres. La grande personne de mon enfance fut évidemment ma mère, qui vient elle aussi d'une famille d'intellectuels, pasteurs, professeurs, etc. La famille possédait à ce moment-là un grand internat pour l'éducation de jeunes gens. Ah oui. Alors, vous aurez peut-être voulu continuer de me questionner. Non, mais ça c'est très important. Oui. C'est très, parce très que ça conduit quand même un peu vers mes prédilections plus tard. J'ai eu plus tard. Ce fut, par exemple, j'ai quitté la maison de très bonne heure. Aujourd'hui, on ne peut pas passer le baccalauréat avant 20 ans, 19 ans. Et moi, j'avais de la chance, pour certaines raisons tout à fait individuelles. J'ai quitté l'école avec le baccalauréat, assez bonne note, à 17 ans, à Pâques. Et je n'ai pas gagné beaucoup par cela. Mais je pense que j'ai gagné, et j'en ai eu l'impression de très bonne heure déjà, que j'avais gagné 2 ans de liberté et de jeunesse, comme j'ai dit plus tard. Mais comme c'est dû dans une bonne famille bourgeoise, il y avait d'abord des amours malheureuses, et ensuite, obligatoirement, des malentendus avec le père, et même assez sérieux. Alors un jour, mon père, j'étais dans mon premier semestre, juste au commencement de mes études universitaires, mon père me disait tout à fait aigri, et si ça ne te plaît pas, tu peux quitter la maison. Alors je l'ai quitté, un jour après. Il ne l'a pas attendu? Non, naturellement pas. Oui. Bon. J'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie. Avec mon grand professeur, à qui je dois beaucoup d'ailleurs, M. Krebs à Berlin. J'ai été le dernier élève de Pink encore, un des derniers, avec géographie classique, naturaliste, etc. Et là-dessus, s'est engagé, j'étais tout petit étudiant, et il n'a pas fallu avoir une opinion personnelle trop décidée. Alors, j'ai dit, j'ai exposé mes idées que j'avais obtenues au cours de ce séjour à Genève. Je vous la raconterai l'affaire. Avec ce monsieur, et je lui avais présenté au quatrième, à la fin de mon 4e semestre, j'ai trouvé mon sujet de thèse, sans lui demander la permission et son avis, etc. Et ça a été un sujet que j'avais trouvé en route dans mes randonnées à travers la France, à partir de Genève, où j'avais séjourné. Alors il y avait une deuxième de très grande difficulté, mais il m'a toujours estimé. Il m'a favorisé même un peu, mais viennent les accidents politiques. De 1933, c'est Krebs qui, avec d'autres, m'ont transféré à l'Académie des sciences de Prusse, et pour me mettre en sûreté, à l'abri des universités, dans une commission des atlas. Ce fameux atlas du Lebensraum. Ah, vous avez travaillé là-dessus? J'ai travaillé là-dessus, mais tout de suite, et pendant 3 ans. Et on était très très mal payés, puisqu'on n'avait pas de crédit. Il s'agissait aussi des gens politiquement pas trop bien vus. Tout de même, on touchait 90 marks à l'époque, et après un peu plus, 125 et 150 même. C'était déjà une augmentation. Je vivais naturellement en famille. Autrement, ça n'aurait pas pu aller. On a travaillé là-dessus, et un bon jour, à la fin d'une disputation purement scientifique, ça a été possible avec ce monsieur-là
je n'ai pas été limogé, ça on ne peut pas dire, mais j'ai quitté l'Institut. Comment, il faut recouper maintenant. Oui, il faut recouper. Oui. Alors, je suis revenant à l'université et je suis arrivé à Genève sans parler mot en français. Dans quel an? Ça a été en 26, 27, bon, okay. Jusqu'en 28 bon. après. Alors ça a été la période de Thoiry, une période très intéressante politiquement à Genève, et j'étais sans aucune honte, sans aucune hésitation, je me suis rué là-dedans. J'ai connu mes premières bibliothèques, une magnifique bibliothèque du Bureau international du travail. J'ai appris le français et j'imaginais déjà de pouvoir revenir et d'appeler les anciens professeurs de mes classes en parlant français. Oui, pour leur montrer. Oui, mais oui. C'était Alors, déclaration. Et c'est là que j'ai abandonné. Je n'étais pas décidé de faire de la géographie, naturellement. Et qu'est-ce qui a influencé ça? C'était toujours les sciences de l'homme. En faisant le lycée, je me suis intéressé beaucoup à la psychologie. C'était la fin de la discussion du freudianisme et des psychologues tels qu'Adler et oui, surtout ça. Et aussi, naturellement, la psychologie des masses et tout ça. Et je me suis aperçu, mais personnellement, du facteur spatial. Alors j'ai vu, par exemple, le mouvement révolutionnaire, les mouvements de l'évolution psychologique. Oui. Il y avait toujours des contournements, il y avait des limites, et en dehors, il n'y avait rien. En faisant certaines études d'histoire, certaines études aussi de géographie, alors tout de suite j'ai vu qu'en géographie universitaire, on ne faisait pas de l'homme. Ça n'existait pas, pour ainsi dire, seulement quelques pages à la fin des grands bouquins qui s'occupaient de la population. Une chose à laquelle on revient aujourd'hui. Mais oui. Et un peu dans le même sens. On recommence à laisser de côté tout ce qui peut compliquer l'affaire. On revient aux chiffres simples, quelquefois dissimulés un peu biométrie. Oui. Bon, Mais alors... En découvrant, est-ce que la géographie vaut la peine, hein? Est-ce que vous avez demandé, est-ce qu'il est possible dans la géographie qu'on a, ou est-ce que vous avez lu dans d'autres sources qu'il était possible? Oui, c'est qu'il devait être possible, mais c'était la grande déception, je vous dis. Seulement, il y avait quelques jeunes, et aussi il y avait certaines traditions françaises. Que vous avez lu? Que j'ai lu à Genève. Bon. Et surtout à Genève même, je suis rentré en contact avec les premiers économétristes, William Martin par exemple, un des premiers professeurs des sciences sociales, on dirait, n'est-ce pas? Les sciences politiques et sociales, dans la nomenclature française. Et Jean Brune? Jean Brune, oui, mais lui encore, pour moi, il a été un peu trop mystique. Seulement, il faisait déjà, par exemple, la différence entre région pilote et région rétrécie, et région de pauvreté et des régions riches. Alors ça m'a intéressé. Pourquoi? Ce n'est pas les régions qui sont riches, c'est les gens. Je suis parti en bicyclette, par exemple, autour de Genève, en France, à la recherche des régions pauvres et des riches. Et à qui demander, pour quelle raison? Aux gens. Et ça a été aussi la première occasion que je suis rentré en contact avec la police et j'ai été incarcéré dans une prison en France. En France. Une première fois. Il y avait une deuxième fois, on n'en parlera pas. Ah, mais en prison. Alors, j'avais le temps de réfléchir pendant ce fut le samedi, alors on m'a donné un bout de pain et même du vin et tout pour 2 jours. Alors le lundi, on a bien voulu
se rendre compte qu'il y ait un Allemand rendu en fraude sans passeport valable en France, ayant quitté la zone libre, etc., etc. Et encore quelqu'un qui avait engueulé un policier. Mais ça s'est passé bien, je suis rentré et je commençais alors à m'intéresser aux différences régionales et surtout aux causes. Et c'est à ce moment-là déjà, dans une demi-année à peu près de séjour de Genève, où j'ai perdu ma vocation de géographe naturaliste. N'est-ce pas? Et je suis revenu nature avec le même tempérament, un peu aggravé encore, comme vrai révolutionnaire. Point de vue sociologique, social. Alors j'ai tenu pas d'âge ma bouche. Oui. Vous avez quel âge à ce moment-là? Au 19. 19, 20, vous avez déjà senti cette vocation? Oui, c'est ça. J'étais indépendant, je n'avais pas d'argent, mais j'avais gagné ma vie. Et surtout, à Genève, j'étais rentré en contact avec les grands politiques, avec Stresemann et même Briand. J'ai appelé Briand, ça pouvait se faire. J'avais un job à la bibliothèque de la STN, de la Société des Nations. Alors j'ai appelé Briand comme ça, comme je ne savais pas très bien le français à ce moment-là, c'est Briand qui m'a rendu à son collègue derrière dans la cantine, assez simple. Alors nous étions invités par Stresemann. Il y a eu la discussion et un jour même, s'est amené pour 10 minutes seulement, Briand venant à l'hôtel Métropole, comme ça, j'avais le contact. J'avais ma direction et à la bibliothèque du Bureau international du travail, je me suis intéressé à l'homme travaillant. Bon. Et les procédés et les effets. Et voilà. Bon. Donc, ça a été une expérience d'être exilé dans un sens. Oui, absolument. Et aussi une expérience Jonas, c'est-à-dire... privé de toute famille. Bon. Une chose très importante, je suis à l'époque rentré en contact direct aussi par une étudiante et je ne suis pas rentré pour Noël à la maison, je suis resté là-bas, il y avait la grippe. Le ski club de Genève, très cher et très chic et pas abordable pour nous autres, les pauvres étudiants non riches. Alors, à ce moment-là, ils cherchaient des étudiants, des gens convenables, et pour garantir leur cours de ski prévu près de Saint-Gervais. Alors, je suis rentré dans cette société, j'ai fait la connaissance de certaines familles. On nous a rappelés, étant étudiants, comme étudiants pour faire danser les jeunes filles de très très bonnes familles. Alors, comme c'est dû, il y avait un certain danger de rester à Genève. Et j'ai trouvé un oncle d'une de ces familles qui m'a mis ma tête un peu sur le bon endroit. Comment ça? Mais avec une sympathie, une intelligence, tout en m'assistant. Il m'a donné fait, par exemple, organiser une relation avec la représentante de la Grèce à la STN. Et m'a fait inviter à Paris. Et comme j'avais des relations de famille à Paris aussi, je changeais pour Paris. Et lui, il vous a donné du conseil sur ta vie. Oui, c'est ça. Oui. Bon, mais quelle chance! Quelle chance! Et pour ma langue, mes connaissances de langue, c'est un de ses professeurs, Thibaudet, il s'appelait, très intelligent, qui, enfin, j'avais attiré sa curiosité pour qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'il fait de cet homme-là. Alors il m'a fait un plan, écoutez, c'est pas vrai que vous n'êtes pas doué pour la langue. Au contraire, il m'a fait tout un programme et naturellement j'avais du succès. J'avais compris, tu peux te faire parler les gens, tu arrives. Alors on a fait tout un programme, comme j'avais des relations en Angleterre, on a mis à la fin de la liste anglais, on a continué à cultiver les langues romanes, c'est ainsi à un certain moment, j'avais certains commencements en espagnol, italien, provençal, mais moderne, et surtout le français. Bon.
Et en rentrant, j'ai fait des études romanistes. Alors, il a fallu avoir une deuxième branche. J'ai choisi la géographie. Mais alors, une géographie, et les premiers changements en géographie classique, j'ai été influencé beaucoup par M. Ruhl, quelqu'un de géographie économique, qui à ce moment-là était absolument à la marge de la géographie, des bons géographes. Et il faut dire autre chose, à Berlin, ce fut la grande plaque tournante des géographes. Il y avait les Chinois, les Japonais qui s'amenaient, et aussi les gens du Balkan. Il y avait les relations balkaniques là, avec les Bulgares. Il y avait de candidats au doctorat qui s'amenaient là-bas. Il y avait 5 ou 6 qui travaillaient là-bas. M. Louis, M. Kaiser de Cologne, etc. Ils travaillaient sur le Balkan. Ça a été une de ces vieilles traditions de Berlin. Et avec cela aussi, les expéditions polaires, c'était l'arrivée de M. Troll, qui venait de l'Amérique du Sud, comme classique investigateur et grand voyageur, et naturellement avec des idées nouvelles, et eux aussi, ils apportaient du nouveau. Et c'est à ce moment-là que Bobeck a été appelé de Innsbruck, où il vivait son petit train de géographe de province. Oui. Mais Berlin, à ce moment-là, a été un type de carrefour des nations. Oui, c'est ça, avant-guerre. C'était Krebs qui était... Oui, justement, déjà, il a commencé sa géographie comparée. Mais tout de suite, c'est là que j'ai abandonné l'idée que la Länderkunde serait... Ça, c'est très important, cette période-là, parce que Landschaft... Influencé par Ruhl. Ruhl, c'est lui qui a influencé le plus. Parce que lui, déjà à ce moment-là, contesté par tous les bons géographes, il réclamait la géographie comme science sociale. Mais la géographie générale. Oui. Et il était à la recherche d'exemples. Il écrivait des livres tels que Vom Wirtschaftsgeist, l'esprit économique des Espagnols, chez les Arabes. Il parlait sur l'or, mais pas comme fait économique, et pas comme ligne de transport pour les mines de l'or, mais comme principe d'économie, principe de valeur. C'est lui qui m'a introduit un peu dans la discussion des choses de valeur, des choses tout à fait modernes. C'est vrai. Oui, la théorie des valeurs, alors j'ai fait la théorie des valeurs. Oui, j'ai lu après, oui. J'ai continué à faire la psychologie. C'est avec Lévin, qui à ce moment-là fut psychologue pour les enfants à Berlin, avec M. Köhler, c'est le Köhler des singes, là, c'est lui, et qui nous a parlé pour la première fois de la field theory. La théorie de Kurt Lewin, qui a dû s'émigrer après. Oui, en Amérique, elle est très importante. Oui, maintenant il est très important. Oui, mais pas à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ah. Il y avait que, alors, on parlait, mais très vaguement de Kristaller. On ne le connaissait pas. Il n'a pas été invité, par exemple. Et il y avait quelques autres encore. Mais, alors, pas des géographes. Et vous voyez bien que j'étais fixé, déterminé, si vous voulez, à Genève déjà, et naturellement par l'histoire familiale. Oui. L'expérience d'avoir le courage de se couper de la famille, fâché quand même. Mais après, écouter un type, papa, qui vous a donné le conseil. Oui, c'est ça. Et naturellement, mon père, par exemple, il était tout fier. Oui. Mais professeur seulement très très tard. Oui. Il y en avait, comme ce monsieur Gruhl. Et c'est par Ruhl, tout en étant étudiant, c'était tout à fait extraordinaire, ordinaire à l'époque. J'ai été introduit auprès des géographes hollandais.
hollandais. Van Vuren et Steinmetz, Steinmetz. etc. Quand j'ai Vous vu, les connaissez tous? oui, Steinmetz maintenant oui, et votre social-géographie ici. Pour moi, on a eu un semblant. Oui, ça continue, n'est-ce pas? Et c'est depuis cette époque-là que j'ai eu des relations scientifiques, si on veut en parler à cet âge-là, de sciences, mais des contacts personnels. Et j'ai eu beaucoup, même un certain succès, d'abord en Hollande, chez les Hollandais. Cette génération, c'est encore de Fritz Reiling, c'est Van Vuren, un collègue aussi difficile que moi. Il est jeune, Van Passen, ça a continué. C'est pour ça aussi que de très bonne heure, après cette guerre, j'étais invité de venir là-bas. C'était très dur de rentrer. Il n'y avait, pour ainsi dire, personne, que quelques invités, mais on a tenu. Et comme vous devez savoir, je suis membre honoraire de la société Arbeidskundig Konocha. De très bonne heure. Oui. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Mais c'est toujours ça, mais les gens Ça qui sont un peu toujours. prophétiques, Oui. chez soi, on ne les Mais apprécie pas. vous voulez savoir d'autres choses? Oui, mais oui, absolument. C'est un peu long. Mais non, c'est ce qui est important, c'est votre idée. Bon, à Berlin, donc, comme étudiant, avec tous ces autres jeunes qui sont venus de tout autour, vous avez rencontré Levine et pensé un peu de ce paysage social qu'on pourrait discuter en dehors presque du milieu physique. Cela, oui. Bon, mais alors, à Berlin, après Berlin, après le problème que vous avez étudié. Et après, alors, ce fut le changement politique. On m'a mis un peu à l'attente pour 3 ans. Et il y avait, c'est la période NEP, en politique. Alors, on pensait, ça va s'arranger. Il a été possible de rentrer à l'université, même sans se faire membre du parti, ou bien sans rentrer dans la SA, etc., à cette époque-là. Et alors, il y avait un des vieux, M. Berman, vous devez le connaître peut-être, cartographe, voyageur en Nouvelle-Guinée. Alors lui, un homme tout à fait correct, il tenait à son empereur Guillaume II. Pour lui, ça a été une perte. Mais tout à fait, aussi personnellement, c'est lui qui avait su un peu ma situation, et M. Troll aussi, je dois le dire. Alors, il avait une place d'assistant auxiliaire à Francfort, tout en disant, cette place est occupée par quelqu'un d'autre qui, par le parti et d'autres conditions, la quittera et va monter très vite. Alors, j'aurai la place dans un an. Vous pourriez consentir de venir pour 90 marks par mois et vous installer là-bas. Il m'a trouvé une chambre très très modeste. J'ai commencé tout en disant, et si ça ne va pas, je quitterai la géographie, l'institut et aussi une carrière universitaire éventuelle. À ce moment-là, j'avais déjà pensé, j'ai fait l'assistance déjà à Berlin, et par ce dynamisme de l'Institut de Berlin, j'avais déjà eu des fois l'idée, ce sera intéressant de rester, on ne sera jamais riche, sinon ce sera le moment de quitter plutôt l'Allemagne. J'avais essayé, par l'intermédiaire de la Fondation Rockefeller, de pouvoir quitter au dernier moment l'Allemagne, parce que j'ai bien vu, si tu restes à ton âge, et avec un père déjà chassé, et tu devras rentrer dans toutes les organisations politiques voulues. J'ai hésité, ça n'a pas réussi je n'ai pas réussi de quitter l'Allemagne, j'avais voulu m'installer au Canada. Déjà à ce moment-là. C'est intéressant parce que c'est très tard, encore quand j'étais ici, installé ici, on est venu du Canada, de Laval, je vous en ai parlé, pour me faire venir là-bas, mais définitivement. Et à ce moment-là, je n'ai plus osé,
je me sentais un peu trop vieux et les assurances sociales ne pourraient pas assez. Alors je suis resté. Mais en restant chez soi, c'est ça qui est tellement important. Oui, oui. Quelqu'un qui a quelque chose à dire à son pays même, qui a peur de ce que ne sera pas accepté. Moi, je n'ai jamais... J'ai très bien, de très bonne heure, j'ai su que je ne serais pas disposé pour me faire immigrant. Oui, oui, oui. Je n'avais pas la mentalité. C'est très important. Oui. Malgré toutes les motivations révolutionnaires, radicales, etc., j'étais très fixé. Oui, oui. Mais plutôt fixé par les relations personnelles et les coutumes et tout cela. Vous devez le savoir, j'ai eu, en attendant, beaucoup de contacts avec des collègues français. Je suis considéré comme un des leurs. Au bout de 15 jours, je recommence à faire mes dreams en français. Oui, mais vous êtes resté. Oui, je suis resté. Alors, restez ici. Oui, mais avant à Francfort, c'était décisif. En rentrant de la guerre, à la fin de 1946, je suis rentré à Francfort, où j'étais resté à partir de 1936. Oui. Il n'y avait plus personne, le professeur parti, et il y avait 2 jeunes filles, et alors moi, qui rentrais avec un papier de l'autorité militaire. Ça encore, ma situation de prisonnier en Italie, en France, ça a été amusant. Mais laissant ça de côté, je suis revenu, il n'y avait personne. Je recommençais. Comme je n'étais pas encore épuré, je n'avais pas passé l'épuration américaine, à l'américaine. Avant, des collègues français avaient essayé de me faire libérer comme prisonnier allemand en France pour m'installer tout en restant prisonnier de guerre à Mayence, à la nouvelle université à la française à Mayence. Mais en attendant, on est arrivé à se faire malade, alors j'ai été libéré avec les premiers éléments de là-bas, de la France. C'est arrivé très tard. Un peu avant les Russes, c'est vrai. Alors je suis rentré à la fin de 1946, je me présentais à l'université. J'ai encore eu la chance de de tomber sur un ancien fonctionnaire de l'ancienne police, très correct, qui a tout de suite vu ma situation. Il m'a nommé tout en étant payé pour ces raisons-là. Je n'avais pas... Au moment de rentrer, on était mis à la disposition, plus payé, plus rien, à la demande des Américains. Oui. Alors nous avions d'abord un officier universitaire, tout à fait intéressant, Harris, de Chicago. John C. Harris. John C. Harris. Et le grand recteur de Chicago, un grand humaniste, non, pas Hunting, non. Oh, j'ai oublié le nom. Il est très connu. Alors lui, je lui avais écrit une lettre, écoutez, c'est ce qui se passe ici. Il y a un bon officier universitaire qui n'arrive pas à ne rien faire à cause des autorités militaires, mais surtout des Allemands. Et encore, dans mon cas personnel, d'un émigrant ancien juif qui est rentré et fait maintenant le grand épirateur là. Et il n'arrive pas à travailler mes cas. J'ai encore de l'argent, Reichsmark. Alors je continue, j'ai été nommé ouvrier, payé ouvrier, simple ouvrier, mais nommé directeur, commissaire à l'Institut de géographie qui a été abandonné. Il m'a mis en contact avec Harris, nous avons organisé des contacts très intéressés, et j'ai profité, sans être irrité par un vieux, un professeur, j'ai pris la direction, j'ai organisé alors, on n'avait rien à manger, on a organisé de la nourriture, on n'avait pas de livres. J'ai tout transformé en formation en doing, working in doing, sur les excursions.
souvent à pied, il n'y avait pas de voiture, même des fois avec un camion de l'armée américaine. Ça n'a pas été tout à fait agréable envers la population, mais quand même. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la géographie sociale. Oui. Et c'était décisif, et ça rapportait les premiers fruits jusqu'en 50 à peu près, 52, 53. Alors, ce fut le moment, ça quelques années avant. Et par exemple, la friche sociale et tout cela, et c'est quelques remarques, parce que la théorie, je l'ai mis exprès, elle n'a pas été adoptée par nos collègues, qui petit à petit étaient revenus. Alors, j'ai fait ça. Et la théorie se trouve dans les interlinéaires ou bien dans les notices. Oui. Mais cet article-là a été fameux. Beaucoup de gens ont cité cet article. Et deux autres encore. Oui. Pas? Quels sont les autres? Et deux autres articles, et c'est surtout... attendez, maintenant j'aurais dû préparer ma liste. Mais ici, la friche sociale. La friche sociale, c'est une très bonne idée qui n'était pas tout de suite adoptée, mais tout de suite un petit peu par les géographes. Et ici, c'est la ligne des autres branches. Dans les autres, oui, je vois bien. Mais c'est très intéressant comme histoire de diffusion. C'est surtout l'agriculture, je connais. C'est seulement en 66, 67 qu'on a commencé à réadopter cette idée. Oui, c'est ça. Et les géographes sont dans un autre coin du monde. Oui, en entendant, ils ont fait autre chose. Moi aussi, j'ai fait autre chose. Mais dans l'évolution de cette idée-là, l'idée clé, je pourrais dire, il y avait autre chose. Avant cet article a été publié en 1953, il y avait toute une évolution de cette idée pour vous. Vous voulez raconter un peu de ça? Parce que moi, je ne comprends pas. À Francfort, à ce moment-là, il y avait aussi Horkheimer, Adorno et les gens que j'ai très bien connus. Oui, je voudrais beaucoup si vous pourriez parler de cela. Ces contacts-là. De ceci ou bien des personnes? Le contact Horkheimer-Adorno et la connexion, les rapports entre ce pensée-là et ce que vous avez fait après dans ce social. Ils étaient en quelque sorte minimes. Oui. Et j'ai entretenu de très bonnes relations personnelles, des contacts. Horkheimer, à cette époque-là, fut recteur de Francfort avec beaucoup de difficultés. Ça a été la dernière fois qu'un exponent de ces radicaux, un juif, et plusieurs juifs, étaient arrivés à influencer sur la direction de l'université. Après, ce fut fini, on doit le dire. Mais le radicalisme s'est développé dans les instituts sur les fameux théoréticiens de Francfort. Tandis que nous autres, moi personnellement, d'abord j'ai quitté Francfort, mais déjà avant, je suis revenu à une chose qui manquait chez les sociologues. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est le spatial, la notion du spatial. Eux, ils prenaient comme base spatiale comme élément de leur enquête, interview, leur discussion et leur évolution de théorie. Et si jamais ils prenaient les entités administratives comme données, ils les acceptaient. Ils n'acceptaient même pas les unités naturelles des géographes. Ce furent les géographes tels que Meinen et un nombre qui prenaient les résultats de la statistique, des sociologues et surtout de la statistique. Ils les faisaient imprimer sur les cartes physiques pour en deviner des parallèles. Quand il y avait des parallèles, ce fut l'influence de la nature, assez simpliste. Les sociologues, et ces gens surtout de Francfort, tout de suite et très vite, ils partaient dans les grandes théories. Et quand ils étaient critiqués, il y avait déjà les protestations contre, telles qui s'étaient révélées plus tard dans la commission des méthodes de la Société de sociologie. Et certains, les gens qui étudiaient plus tard les indicateurs, SAF, etc.,
toute cette une théorie, et les éléments ont été développés en Amérique plus tard. C'est revenu en protestation contre ces théoriciens de Francfort. L'école s'est dissipée, Habermas avait quitté, et il y avait les fameuses années à partir de 69. Moi, j'avais vécu en attendant 68 en France, et là-bas à Nanterre même, parce que j'étais invité, déjà grand professeur, invité pour l'ouverture de Nanterre. Alors j'étais dans les pays avec le premier recteur et un géographe que j'ai connu au pays balkanique, qui est mort dernièrement. Ce fut Blanc, qui fut un des premiers professeurs en géographie là-bas. Alors j'avais compris, j'ai protesté contre, et je ne suis pas arrivé. Oui, oui, oui. Mais dans la C'est pratique, seulement beaucoup plus tard que nous avons insisté. Il faut faire ressortir nos entités, réalité géographique, de la masse des données abordables qu'on peut aborder, et non pas des données statistiques, tant que c'est possible. Et c'est pour ça que j'ai commencé à cartographier. J'ai pas mis des données sur les cartes, mais j'ai cartographié les faits, comment, en les enquêtant par interview, le grand moyen, et en observant. Et pourquoi? Pour empêcher que les géographes classiques puissent dire le contraire. Je leur ai prouvé par leurs moyens à eux, par le visible, par la cartographie, et c'est que la structure spatiale n'était même pas influencée par les conditions de nature, etc. Est-ce que vous avez cru, est-ce que vous croyez maintenant que eux, ils ont compris, parce que vous avez essayé à utiliser leur langage? Est-ce que le langage même a été utile pour vraiment exprimer votre idée? Non, il a fallu changer le langage après. Maintenant, c'est fait. Il y a beaucoup de gens qui ont adopté le même langage. Il y a des collègues de mon âge qui vous disent on ne comprend plus rien dans ce langage. Naturellement, en géographie, le langage des sociologues a été adopté dans une façon terrible. Ça ne peut pas condurer, et surtout nos chers quantificateurs. Mais oui. Mais monsieur, il y a une autre chose que je voudrais vous demander. C'est le temps? 3 minutes. Bon. Alors, cette idée de s'exprimer oralement avec les étudiants, est-ce que ça vous donne de la joie de savoir comment vos étudiants même ont développé ces idées-là? Ah oui, il y avait de très bons moments. Seulement maintenant, ça c'est terrible. Vous pourriez tranquillement essayer de les offenser intentionnellement, ils ne vous répondent plus, par peur. J'appelle ça une peur générale qui a pris le milieu universitaire, et qui sait c'était pas, c'est encore nous. Oui. C'est encore nous. Et pour vous, les choses les plus importantes, pour un type comme moi maintenant, pour la vie intellectuelle, qu'est-ce qui est important, en tout cas? Pour la vie intellectuelle, oui, pour continuer en géographe. À quoi bon devenir géographe? Oh, ça c'est compliqué, surtout le temps est même pas. Et faire le géographe, justement, la recherche du spatial, de comment arrive-t-il que dans notre existence, comme Eggerstrand a fait, notre existence, il y ait des contraintes, il y ait des éléments spatials qui sont vraiment les éléments de la vie individuelle, mais aussi des groupes.